Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 28 janvier, il est 19h01. Ce soir, nous serons accompagnés de Sharfatim Shinra. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons avec vous de la situation des écoles coraniques. Mais d'abord, voici les principaux titres de la journée. La direction des affaires culturelles de Mayotte accueille les représentants de l'agence de promotion et de diffusion des cultures de l'outre-mer. Ils sont venus rencontrer les acteurs culturels et les élus de Mayotte afin de construire ensemble un levier entre les outre-mer afin d'exporter les arts du 101e département. Quelle alternative à la prison pour les mineurs délinquants? L'association Tama a son idée sur la question. Au sein du Dagotama, basé à Tundou 2, les jeunes placés par l'institution judiciaire bénéficient d'une prise en charge individuelle et collective visant à optimiser leur réinsertion. Ce lieu de vie a été officiellement inauguré ce matin. Et puis les troubles du langage sont très fréquents chez les jeunes enfants mahorais. Pour mieux les détecter et les traiter, le vice-rectorat a fait appel depuis le 16 janvier à une délégation de 11 orthophonistes venus de métropole. Ce matin, 2 d'entre eux sont allés réaliser des bilans au sein de l'école primaire de Vaïbé. Dagotama comprenait la maison de Tama s'agrandit. Il y a 5 ans, cette structure d'un genre nouveau faisait son apparition à Tundou. Au fil des années, cette institution est devenue une véritable ancre à laquelle des adolescents en manque de repères qui s'insèrent difficilement dans la société ont pu se raccrocher. Aujourd'hui, la maison de Tama s'agrandit donc et l'inauguration officielle a eu lieu ce matin. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement sur place Camille Lequin. La justice des mineurs est une justice spécialisée, car un mineur délinquant est avant tout un enfant en danger que nous devons le protéger. L'éducation comme rempart à la prison, c'est là le cœur de la mission du Dagotama. Ici, des mineurs placés par les autorités judiciaires réapprennent à vivre en société et construisent leurs projets d'insertion scolaire ou professionnelle. La capacité d'accueil est passée de 7 à 12 places en 4 ans, une progression saluée aujourd'hui par le président de l'association. Je dirais que c'est un progrès parce que ce dispositif existait déjà, mais sous un plus petit format à Songoro. Et c'est un format plus important qui permet d'accueillir davantage de jeunes en voie de rééducation pour la réinsertion dans la société. Situé dans un écrin de verdure, le Dagotama se divise en 2 unités, avec d'un côté un hébergement collectif disposant de places d'accueil d'urgence et de l'autre des logements individuels. Les mineurs âgés de minimum 13 ans sont placés ici pour des périodes allant de 6 à 12 mois, une alternative à l'incarcération qui est soutenue par le procureur de la République. On a besoin d'avoir des solutions qui nous permettent de les encadrer, de les éduquer, mais pas non plus de mettre à mal leur formation, leur éducation, parce que ce sont les meilleures chances de les réinsérer. Donc j'ai besoin de ces foyers, à la fois en alternative à la prison, mais aussi pour accueillir des mineurs quand ils sortent de prison, pour leur donner un cadre, pour leur donner une éducation, et pour nous garantir que ces mineurs, on les reverra dans nos écoles, on les reverra dans les entreprises, mais on ne les reverra pas au tribunal, et on ne les reverra pas à Magicavo. Si la prise en charge éducative du Dagotama semble porter ses fruits dans la lutte contre la délinquance, un problème demeure. 12 places d'accueil pour tout Mayotte, c'est extrêmement peu quand on sait que 1100 jeunes sont passés entre les mains des services de police et de gendarmerie en 2014. Dans l'actualité également, cette visite remarquée, 11 orthophonistes en formation sont en ce moment sur le territoire. Elles seront présentes durant 3 semaines. Les troubles du langage sont très fréquents chez les enfants mahorais. Pour mieux les détecter et surtout les traiter, le vice-rectorat a donc fait appel à elles. Premier bilan à Vaïbé en présence de Camille Leca, Abbas Alidi et Fred Souleymana. À Mayotte, seuls 7% des élèves de CE1 ont des acquis solides en français.
contre 44% en métropole. Un illettrisme qui peut découler sur des troubles du langage. Alors pour mieux les accompagner, les bilans orthophoniques sont indispensables. Et pour Xavier, stagiaire orthophoniste, le constat est assez alarmant. Ce qui m'a marqué, c'est le niveau de langage qui est assez faible. C'est les enfants qui sont très inhibés. C'est les difficultés scolaires. Toutes les aides qui ne sont pas mises en place pour ces enfants-là. C'est ça qui m'a marqué ici. Au sein du réseau d'aide spécialisée pour les élèves en grande difficulté, le RASED, dont ces écoliers de VIB font partie, les enseignants se focalisent sur l'apprentissage du français. C'est la première source de difficultés scolaires. Mais attention, le besoin de suivi n'est pas propre à l'Île-aux-Lagons. Donc à la demande des enseignants, pour certains enfants, nous intervenons pour faire des bilans et pour faire des suivis et pour aider ces enfants à raison de 2 fois par semaine à essayer d'avancer sur les choses qui leur posent problème pour pouvoir continuer à travailler dans la classe et profiter mieux des enseignements de la maîtresse. Et s'il est important de se préoccuper des troubles du langage dès le primaire, c'est qu'ils ont des répercussions sur la réussite scolaire au secondaire. Selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 44% des jeunes mahorais âgés de 16 à 18 ans sont détectés en situation d'illettrisme. Et puis on reste du côté de l'éducation nationale. Selon un rapport de la Direction générale de l'enseignement scolaire sur le bilan de la rentrée 2014-2015 dans le second degré, les académies ne sont pas égales face au redoublement. Au collège, par exemple, c'est en Guyane, en Martinique ou encore à Paris que l'on redouble le plus. Et toujours, selon l'étude, l'académie de Mayotte est celle où les élèves redoublent le moins avec un taux de 0,8%. Pourtant, l'île affiche le plus bas taux de réussite en France au brevet des collèges. Thierry Villiez, secrétaire général du SNES Mayotte, nous livre un début d'explication. Écoutez, regardez les constructions scolaires, regardez le nombre d'élèves par classe et par collège. On a les collèges les plus gros de France, donc le redoublement, quel que soit le niveau, dans un collège de Mayotte est quasiment impossible. On est à 0,8%. Je vous rappelle qu'on doit être dans les derniers au résultat au brevet des collèges. Malgré tout, il n'y a pas de redoublement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place pour les redoublements. Alors pour un bon redoublement, il faut de la place dans l'établissement, il faut des classes moins chargées, et puis il faut des constructions scolaires. C'est tout ce qui manque à Mayotte. Les résultats en termes de flux, on gère des flux, on ne fait pas de pédagogie. Le problème principal est là. Si les taux de redoublement sont plus élevés en lycée, on sait pourquoi. Parce que la situation est moins saturée en lycée, et donc là, le rectorat nous permet de faire redoubler un certain nombre d'élèves. Je vous rappelle qu'un redoublement pour un élève, c'est une chance qui lui est donnée, ce n'est pas une sanction. C'est une chance de pouvoir continuer ses études dans de bonnes conditions. Voilà des propos recueillis par Camille Leca. Et puis, on en vient à cette visite, une délégation actuellement sur le territoire. La direction des affaires culturelles de Mayotte accueille les représentants de l'agence de promotion et de diffusion des cultures de l'outre-mer. Ils sont 2 et veulent échanger avec d'autres ultramarins. Le but, fédérer et exporter les arts des outre-mer en métropole afin de leur permettre une meilleure visibilité. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Les artistes sont appelés à transmettre des messages universels au monde afin d'exposer les différentes façons de voir le monde aux populations. Les patrimoines culturels vont, grâce à l'agence, évaluer la valeur artistique des œuvres en chant, dans la danse, le théâtre, le dessin, ainsi que dans plusieurs autres disciplines artistiques dans le but de les diffuser dans tous les outre-mer dans un premier temps et ensuite dans le reste du monde. Alors aujourd'hui, notre agence est en préfiguration, donc c'est une petite structure, nous ne sommes que 4 personnes et nous travaillons depuis, on va dire, sa création à rassembler dans cette agence tous les territoires d'outre-mer et nous souhaitons que des représentants de chaque territoire d'outre-mer siègent dans notre conseil d'administration.
Greg Germain, président de l'agence de promotion et de diffusion des cultures de l'Outre-mer, accompagné de son directeur Daniel Carcel, entament leur programme de rencontre des acteurs culturels et élus des Outre-mer. Le projet est soutenu et financé par 2 ministères de l'Outre-mer et de la Culture qui consacrent chacun 250 millions d'euros à l'agence. Cela fait donc 500 millions d'euros pour ce projet. Et même si dans la région nous semblons avoir les mêmes références culturelles, il est important de savoir les exporter au monde. C'est simplement pour le mieux vivre ensemble. Nous appartenons au même territoire national. Les Guadeloupéens, les Mahorais, les Martiniquais, les Réunionnais, les Français de l'Hexagone appartiennent au même territoire national. Nous devons donc avoir les mêmes réflexes, les mêmes, j'allais dire, références culturelles. Et donc, pour que nous ayons les mêmes références culturelles, faut-il au moins que nous les connaissions, ces références culturelles. Donc, oui, faire en sorte que les cultures des Outre-mer puissent s'échanger entre elles. Les arts du 101e département pourraient plus facilement s'exporter dans l'Hexagone grâce à cette agence de promotion et de diffusion des cultures de l'Outre-mer et ainsi permettre de détecter les meilleurs artistes mahorais qui pourraient alors se confronter à d'autres artistes dans l'Hexagone. Tout cela afin de favoriser le vivre ensemble dans les Outre-mer. Comme chaque année, la mairie de Mamoudzou accueille des élèves en formation. Cette année encore, 5 stagiaires occupent des sièges de standardistes ou encore secrétaires à l'accueil de la mairie. Elles sont toutes un baccalauréat professionnel en accueil, relations clients et usagers au lycée de Petite-Terre et ont choisi donc d'effectuer leur stage dans la mairie du chef-lieu Assini Moussa et Leslie Vimenet. Souriante et accueillante, voici les critères à remplir pour tenir l'accueil. C'est ce qu'apprennent Nathalie et ses collègues qui effectuent un stage d'1 mois à la mairie de Mamoudzou. En classe de terminale au lycée de Pamondi, elle prépare un bac pro accueil, relations clients et usagers afin de devenir hôtesse d'accueil. Je voudrais travailler à l'accueil parce que j'aime être en communication avec les gens. J'aime les orienter, j'aime les informer, tout selon leur besoin. J'aime aider les gens en fait. Ce qui me plaît dans l'accueil, c'est d'être en relation avec les gens. Tu as toujours rêvé de faire ça? Oui, j'ai toujours rêvé d'être hôtesse d'accueil. Une bonne chose pour la mairie qui confronte ces jeunes à leur futur métier en les considérant comme le reste du personnel afin qu'elles puissent acquérir une certaine autonomie. Ils sont assez actifs parce que depuis qu'elles sont là, elles sont déjà dans le bain parce qu'elles arrivent à bien communiquer, à bien transmettre les informations qui leur sont demandées. Donc voilà, on les conseille, on les oriente et tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut leur dire, c'est justement d'être accueillant, bien servir, ne pas dire n'importe quoi et faire leur boulot faire leur stage normalement comme si elles étaient comme si c'était du personnel de la mairie. Après le stage qui se termine la semaine prochaine, ces jeunes filles auront une idée et une vision plus claire de leur métier. Un métier pour lequel elles ont une véritable vocation. Voilà, et puis bonne chance à elles. Il est 19h15, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal. La SAS en pro, dont le rachat par Thierry Seydani avait mal tourné avec un repreneur qui n'a pas honoré ses obligations, contraignant les frères Ongaretto, alors propriétaires, à saisir la justice et dévaliser. La société a commencé à battre de l'aile jusqu'à son placement au redressement judiciaire, puis son placement en liquidation. Aujourd'hui, les locaux sont à l'abandon et les frères Ongaretto, qui n'ont jamais été payés, se sont remis au travail du côté de la zone NEL. Le préfet de Mayotte devrait trouver rapidement sur son bureau une pétition signée par un collectif d'une trentaine d'entreprises du BDP afin de marquer leur soutien à la société IBS. Le site est menacé d'expulsion par la justice depuis des années. Condamné en appel, le marathon judiciaire semble tirer à sa fin. Théophane Narianin, le patron d'IBS, offre donc aujourd'hui l'appui des entrepreneurs locaux qui s'approvisionnent chez lui en matériaux de construction. Ceux-ci sont unanimes pour dire que sans l'entreprise, le secteur serait fragilisé avec une concurrence inexistante en matière de production d'agrégats, de parpaings, de béton et d'enrobés.
Un rapport de la Cour des comptes dresse un constat sans appel sur l'organisation de l'offre de soins de maternité et demande au gouvernement de fermer les petites structures, mais également les structures qui ne sont pas aux normes. Si les maternités mahoraises sont bien au-delà du seuil de 300 naissances par an, la question de la conformité est un réel problème. La Cour des comptes évoque l'inachèvement de la mise en conformité des locaux et l'insuffisante vigilance apportée aux conditions de fonctionnement des très petites maternités, rappelant que ces dernières ont obtenu par dérogation le droit de poursuivre leurs activités. Elle préconise ainsi de fermer les maternités qui n'entreprennent pas de mise en conformité immédiate au nom de la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naître. De plus en plus de madrasas demandent aux élèves de porter la burqa à défaut du salouva. Quelques écoles coraniques continuent à favoriser pourtant cet habit traditionnel mahorais. C'est le cas du Chioni de Fondi Fatima qui enseigne depuis plus de 30 ans. Une école coranique qui compte 250 élèves âgés de 3 à 17 ans. Les valeurs qui sont transmises dans cette madrasa sont propres à la culture du territoire de Mayotte. Regardez ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Fiers de porter l'habit traditionnel des femmes mahoraises, les petites élèves du Fondi Fatima récitent tour à tour quelques versets coraniques devant le regard ébahi de leur maman, toute impatiente de prendre le micro et de faire honneur à cette assemblée ici réunie. Ibrahim suit les cours de la madrasa depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui âgé de 15 ans, c'est lui désormais qui enseigne aux plus jeunes. J'étudie tout. Je connais beaucoup de choses. J'ai appris le Coran, le Toïba. Je sais ce qu'on fait à la mosquée, ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter avec les grands ou tout ça. J'aime bien le Coran et passer du temps avec les autres et apprendre aussi aux petits le Coran et tout ça. Salouva Chiromani pour les filles, Gondra et Kofia pour les garçons. La madrasa les a rassemblés pour célébrer leur majlis et on porte une importance toute particulière à l'habit traditionnel mahoraise qui, selon eux, représente l'identité et la culture de Mayotte. Tusami letu ya asili yafa amwesati dzia vangwa nkilisiwa mona masalufa. Aujourd'hui, à Mayotte, pour des raisons plus pratiques, le port du hijab, habit originaire d'Afghanistan, se développe. Cet habit doit couvrir toutes les parties du corps que la femme doit cacher selon l'islam. Djellabab et abaya, tous ces vêtements pour la femme musulmane explosent sur le marché. Mais dans cette école coranique, on a fait le choix de se distinguer et de rester attaché coûte que coûte aux traditions mahoraises. Voilà, et on en parle avec mon invité, Char Fatim Chinda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la fille de ma Fatima Soula, la fondatrice de cette école coranique. Vous avez contribué également au maintien de cette école. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images de Salouva, de Gondra, comme l'a expliqué notre journaliste? Eh bien, effectivement, c'est la tradition, c'est ce qu'on a toujours fait. Depuis notre jeune âge, quand on a commencé à aller à l'école coranique, on a toujours mis cet habillement. Donc, pour nous, c'est ce qu'il faut, puisqu'on veut perpétuer notre tradition, quoi. Est-ce que vous avez des parents qui, par exemple, vous indiquent qu'ils souhaiteraient que leurs enfants portent des vêtements différents, peut-être plus proches de la religion que de la tradition? C'est déjà arrivé, ce genre de cas de figure? Tout à fait. Même dimanche dernier, là où il y a eu le majlis, il y en a quelques-unes qui ont demandé est-ce qu'ils peuvent mettre le boubou. Mais ma mère, elle a dit non, moi j'insiste à ce que dans mon école coranique, il faut qu'ils mettent le salouva. Une fois qu'ils seront sortis de l'école coranique ou s'ils vont quelque part ailleurs, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Mais dans son école coranique, elle persiste à ce qu'ils mettent le salouva. Ça vous inquiète justement quand vous, en tant qu'ancienne élève de cette école coranique, de voir que, eh bien, par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, il y a ce changement, ce glissement tout doucement, cette scission entre musulmans tout simplement, dans la façon notamment de s'habiller?
Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage qu'on prenne notre tradition et qu'on essaie de laisser nos habitudes, en fait, on cherche à perdre notre identité en voulant à tout prix chercher à s'habiller autrement que ce qu'on fait dans notre île depuis ce temps. Donc, c'est quand même dommage qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent avec cette nouvelle mode d'habillement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait de plus en plus la distinction entre école coranique et madrasa. Où est-ce que vous vous situez, vous ? Eh bien, nous, on est une école coranique traditionnelle, hein, parce que moi, depuis que j'ai été à l'école coranique, ça a toujours été comme ma mère l'enseigne aujourd'hui, à savoir, on apprend le Coran, on apprend le Toïba, on apprend le Bazangué. Contrairement, j'imagine, au madrasa, ils apprennent autre chose que ça. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais été, donc je ne peux pas dire. Aujourd'hui, l'école coranique, qu'est-ce que ça représente à Mayotte ? On a l'impression justement que cette institution se perd pour privilégier peut-être une madrasa où c'est plus structuré, peut-être, c'est ce que disent en tout cas certaines personnes. L'école coranique telle qu'elle a été conçue à Mayotte, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Eh bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, ça commence à changer un peu, parce que vu, par exemple, ce qui se passe en ce moment avec le rythme scolaire, c'est vrai, ça aide pas les parents à amener leurs enfants à l'école coranique. Ils ont tendance à vouloir aller au madrasa, peut-être parce que à l'école coranique, c'est la journée, et au madrasa, peut-être qu'ils arrivent à aménager les horaires, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de l'école coranique, j'insiste, de ma mère, en fait, on essaie en tout cas de faire le nécessaire pour que les choses continuent comme ça a toujours été dans notre île, quoi. Comme avant. Est-ce que quand on voit au fil des années donc, qu'on habite donc, à côté d'une école coranique, on voit le changement? Est-ce qu'aujourd'hui, le petit Maoré qui va à l'école coranique a un profil différent de celui qui y allait il y a 15 ans? Je ne sais pas comment répondre à ça. Il a changé, il n'a pas changé, il est le même, il est peut-être plus ouvert, moins ouvert? Ben, en tout cas, les enfants, maintenant, ils sont, je dirais pas un mot plus difficile, ils sont un peu plus perturbés, en fait. Ils sont pas aussi... Ils sont moins calmes, on va dire. Ils sont moins calmes, oui. Ils sont beaucoup plus agités, alors que nous autres, c'est vrai, il suffisait qu'on nous jette un regard et on comprenait ce que ça voulait dire. Maintenant, c'est vrai, il faut insister, il faut... Donc, c'est vrai, c'est pas... Il faut réformer justement par rapport à ces difficultés que vous rencontrez. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'ancienne élève, en tant que fille de votre mère, vous vous dites il faut réformer l'école coranique de Mayotte, sinon elle va disparaître? Ben, vous savez, chacun a son choix. Hein. Chacun a son choix. Ben, ceux qui voient que l'école coranique traditionnelle, c'est intéressant, ils enverront toujours leurs enfants à l'école coranique traditionnelle. Et les autres qui voient que ça commence à perdre de la valeur, entre guillemets, ben, ils peuvent toujours passer par le madrasa. Mais est-ce qu'il y aura encore des fondis comme votre mère qui prendront le temps d'enseigner à ces élèves-là? C'est ça aussi la difficulté aujourd'hui, de trouver des personnes qui ont le temps bénévolement d'enseigner. C'est difficile aujourd'hui. C'est vrai que c'est très difficile. Moi, je vois ma mère, c'est vrai, elle doit se lever très tôt le matin pour accueillir les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Ils viennent juste pour faire le doigt, après ils repartent à l'école. Une fois à l'école, ils ont toute la journée parce qu'avec l'histoire du rythme scolaire, donc après l'école, vers 14h, à 15h, 15h30, ils arrivent à l'école coranique. Et c'est difficile pour les enfants aussi, mais aussi c'est difficile pour ma mère parce que, comme j'ai dit, les enfants ils sont un peu agités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous discutez avec d'autres fondis des écoles, peut-être pour essayer de vous rassembler en vous fédérant autour d'une même unité sur Mamoudzou ou ailleurs? Est-ce que vous avez organisé peut-être des rencontres avec d'autres écoles coraniques? Non. Chacun gère son école coranique comme bon le semble et comme il l'a appris avec ses fondis. Donc, Et demain, l'école coranique, ce sera quoi?
c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que quand on voit l'histoire du rythme scolaire, c'est vraiment inquiétant parce qu'on se demande si vraiment les enfants ils vont continuer à venir à l'école coranique, sachant que tout leur temps est pris par l'école. Par l'école avec le rythme scolaire. Oui. Donc c'est vrai que ça c'est une problématique qu'on n'avait pas vu venir et qui impacte grandement l'école coranique. On n'en parle pas suffisamment, c'est vrai, mais du coup ça perturbe les élèves. Ça perturbe les élèves, ça les fatigue. Et puis, c'est vrai que de moins en moins, ils arrivent à venir parce que, par exemple, ceux qui passent au collège, ils ont moins le temps de venir et du coup, ils partent un peu plus tôt. Alors que nous autres, on est allés jusqu'à être au lycée, on est allés encore à l'école coranique. Maintenant, les enfants, dès la 6e, il y en a très peu qui arrivent à venir à l'école coranique. Merci beaucoup, cher Fatim Chindra. En tout cas, ces images faisaient plaisir à voir, de très jolies images qu'on va peut-être diffuser un peu plus longuement si vous nous invitez. Merci à vous aussi. Et j'espère que l'école coranique traditionnelle va continuer. Merci. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, bonne fête à Gildas et à Supplice. Sachez que Thomas Paine est né un 29 janvier 1737, intellectuel, pamphlétaire, révolutionnaire britannique, américain et français. Il est connu pour son engagement durant la Révolution américaine en faveur de l'indépendance des 13 colonies britanniques en Amérique du Nord. Nous retiendrons de lui cette citation: « S'il doit y avoir la guerre, qu'elle ait lieu de mon temps afin que mon enfant puisse connaître la paix ». Avant de se quitter, cette dernière information, ce caillassage qui a lieu du côté de Kongou, un enfant, un jeune, serait blessé, transporté au CHM. Plus d'informations demain dans votre journal. Nous on se quitte en attendant et on se retrouve donc pour cette nouvelle édition, 19h, même jour, même heure. Kwaheri.